Le loup noir massif se tenait sur l'affleurement rocheux au-dessus de lui, ses yeux fixés sur ceux de Jean à travers la neige qui tombait. 15 hivers de compréhension silencieuse flottaient entre eux dans l'air glacial des montagnes. L'énorme alpha, plus grand que n'importe quel loup que Jean avait vu en 40 ans de service comme garde forestier, ne bougeait pas, ne tressaillait pas, ne montrait aucune peur. Derrière l'animal, à peine visible à travers les pins, le reste de la meute attendait. Le loup s'était positionné entre le danger et sa famille, exactement comme il l'avait fait chaque hiver depuis 15 ans. Jean sentit le poids de la carabine sur son dos, entendit le crissement des bottes sur la neige alors que les autres gardes se rapprochaient d'en bas. Ses doigts se déplacèrent vers l'arme, lents et réguliers. Les yeux dorés du loup ne quittèrent jamais son visage. Jean leva la carabine, sentit le métal froid contre ses paumes, vit sa buée se former dans l'air entre eux. Le loup resta parfaitement immobile. Le doigt de Jean trouva la gâchette. 15 hivers se résumaient à cet unique moment, à ce choix impossible, figé dans le temps et la neige. Des histoires comme celle-ci nous rappellent pourquoi nous nous rassemblons, pourquoi nous partageons ces moments qui remodèlent notre compréhension du monde sauvage. Si vous croyez en la célébration des liens extraordinaires qui existent dans la nature, songez à vous abonner. Chaque nouveau membre renforce notre communauté dédiée à la diffusion de ces puissants récits de connexion et de transformation. Votre soutien nous aide à toucher plus de personnes qui ont besoin de se souvenir que le leadership, la loyauté et l'amour transcendent toutes les frontières que nous imaginons. L'histoire avait commencé 15 hivers plus tôt, bien que Jean Dubois n'ait eu aucun moyen de le savoir à l'époque. Âgé de 62 ans maintenant, il en avait 47 lorsqu'il était arrivé pour la première fois au poste de garde isolé, en bordure des Vosges. La mutation avait été son choix, du moins c'est ce qu'il se disait. La vérité était plus compliquée, enfouie sous des couches d'orgueil et de regret qu'il refusait d'examiner. Sa petite maison de campagne se trouvait au bord d'une rivière à moitié gelée qui serpentait à travers une dense forêt de pins, à 4 heures de la ville la plus proche, 6 du siège régional. Un isolement parfait pour un homme qui ne voulait plus diriger, qui ne voulait plus faire face aux choix qu'il avait faits, aux gens qu'il avait repoussés. Jean avait été un chef d'équipe autrefois, respecté et admiré. Il avait encadré de jeunes gardes, leur avait appris à lire la forêt, à comprendre le comportement des animaux, à prendre des décisions difficiles avec sagesse plutôt qu'avec peur. Pendant 12 ans, il avait dirigé une équipe de 8 personnes, construisant quelque chose qu'il pensait durable. Puis il y eut l'incident qui changea tout. Une opération de relocalisation controversée, une décision qu'il avait prise et que sa supérieure, Madame Valérie Rousseau, avait remise en question. Une confrontation houleuse qui s'était terminée par des mots que Jean aurait souhaité pouvoir avaler. Mais l'orgueil est un compagnon tenace. Au lieu d'expliquer son raisonnement, au lieu de défendre son choix avec patience et preuve, Jean avait explosé. Il avait exigé sa mutation le jour même, coupant les ponts avec son équipe, avec des collègues qui avaient été des amis, avec tous ceux qui le connaissaient comme le chef qu'il était autrefois. Le poste près de la rivière devint sa forteresse de solitude. Sa petite maison de campagne contenait tout ce dont il avait besoin, un poêle à bois, un lit étroit, des étagères de guides de terrain qu'il ne lisait plus, et un silence si complet qu'il avait fini par ne plus être inconfortable. Ses journées suivaient une routine rigide, patrouille matinale le long de la rivière, à la recherche de braconniers ou de dommages environnementaux, documentation l'après-midi de l'activité de la faune, des conditions météorologiques, des changements saisonniers, et le soir, il allait pêcher des truites pour son dîner, peut-être avec un verre de vin local, toujours au même endroit, à 200 mètres en aval de la maison, là où la rivière formait un coude et s'approfondissait, là où le courant était assez doux pour sa patience vieillissante. Il gardait 3 lignes, attrapait assez pour le dîner et peut-être le petit déjeuner, nettoyait sa prise sur une pierre plate au bord de l'eau avant de la ramener dans un vieux sac en toile. Le premier hiver arriva avec une vitesse et une férocité choquantes. Jean avait déjà travaillé dans des territoires nordiques, mais jamais aussi loin dans une nature vraiment sauvage. La neige tomba en novembre et resta jusqu'en mai. Les températures chutèrent si bas que la rivière gela complètement, à l'exception d'une petite section où des sources souterraines maintenaient l'eau en mouvement. C'est là que Jean pêchait, emmitouflé dans des couches de vêtements, le souffle se condensant en buée, les doigts engourdis même à l'intérieur de gants thermiques. L'isolement s'approfondit avec la neige. Le contact radio avec le siège régional devint hebdomadaire, puis mensuel. Les ravitaillements arrivaient par hélicoptère lorsque le temps le permettait. Jean se disait qu'il préférait les choses ainsi, que c'était exactement ce qu'il voulait. Pas de gens, pas de complications, pas de rappel de la vie qu'il avait abandonnée.
C'est fin janvier qu'il remarqua pour la première fois que quelque chose n'allait pas. Il avait laissé 4 truites nettoyer sur sa pierre habituelle, avec l'intention de les emballer dans la neige près de sa maison pour les conserver. Lorsqu'il revint 20 minutes plus tard avec sa glacière, 2 poissons avaient disparu. Seules des écailles éparpillées et de faibles marques rouges sur la neige subsistaient. Jean resta là, à regarder les preuves, l'irritation montant en lui. Un autre animal en compétition pour les ressources n'était pas ce dont il avait besoin. Il examina attentivement la neige, trouva des traces qu'il reconnut immédiatement. Un loup. Un loup solitaire, d'après la taille des empreintes, et jeune. Les traces menaient vers la forêt dense au nord de la maison, disparaissant dans l'ombre et les sous-bois. Le soir suivant, Jean pêcha de nouveau, gardant sa prise plus près de lui, vérifiant plus fréquemment. Rien. La nuit d'après, même résultat. Il commença à se détendre, supposant que le loup était parti. Puis, la 4e nuit, il s'éloigna juste 10 minutes pour se soulager et revint pour trouver un poisson manquant. Des traces fraîches dans la neige fraîche. Le même schéma. Jean sentit sa frustration monter. Ce loup l'observait, apprenait ses habitudes, devenait audacieux. Il commença à ramener le poisson directement à la maison, refusant de donner à l'animal la moindre opportunité. Pendant 3 jours, rien ne manqua. Jean se sentit victorieux. Les traces réapparurent une semaine plus tard, mais cette fois, pas à son lieu de pêche. Elles encerclaient sa maison de campagne elle-même, passant à quelques mètres de sa porte, inspectant le petit abri où il entreposait son matériel. Le loup l'avait suivi chez lui. Jean se tenait dans la neige devant sa maison, étudiant les traces, et quelque chose changea dans sa poitrine. Il était seul ici depuis 3 mois. Pendant tout ce temps, c'étaient les seules traces, en dehors des siennes, qui s'approchaient de son lieu de vie. La seule preuve que quelqu'un d'autre se souciait de savoir où il était ou ce qu'il faisait. Il chassa ce sentiment, en colère contre lui-même pour cette sentimentalité. Mais cette nuit-là, en nettoyant sa prise du soir, Jean laissa un poisson sur la pierre. Justin. C'était plus facile que de tout transporter, se dit-il, il était fatigué, cela ne signifiait rien. Quand il revint le lendemain matin pour son équipement, le poisson avait disparu. Des traces de l'eau fraîche entouraient la pierre. Jean resta là plus longtemps que nécessaire, regardant ces traces avant de rentrer pour commencer sa patrouille. Un schéma émergea au cours des semaines suivantes. Jean pêchait, nettoyait sa prise, laissait 1 ou 2 poissons supplémentaires sur la pierre, et revenait pour les trouver disparus. Il installa une caméra de surveillance basique, du genre utilisé pour documenter la faune, positionnée pour surveiller la pierre. Les images confirmèrent ce qu'il savait déjà, un jeune loup, noir comme la nuit, avec des pattes dégingandées encore en pleine croissance, s'approchait prudemment chaque soir après le départ de Jean. L'animal mangeait rapidement, regardait constamment autour de lui, montrant tous les signes d'un juvénile apprenant à survivre seul. Jean regardait les images avec un intérêt professionnel, rien de plus, se disait-il. Juste la documentation du comportement d'un prédateur dans son secteur. Un travail requis pour ses rapports. L'hiver s'intensifia. Le jeune loup continuait de venir. Jean continuait de pêcher, de laisser du poisson, de se dire que c'était accidentel. Il nomma l'endroit, le rocher d'Appât, dans ses rapports écrits, une désignation sèche et officielle qui ne révélait rien de la routine qui se développait. La caméra de surveillance captura le loup grandissant de semaine en semaine, devenant plus confiant, plus à l'aise. En mars, le juvénile s'était considérablement étoffé, ses muscles se développant, ses mouvements devenant puissants et assurés. Jean se surprit à vérifier les images de la caméra chaque soir, une habitude qu'il n'examinait pas de trop près. Le printemps arriva, et avec lui, Jean supposa que le loup disparaîtrait. La nourriture devenait abondante, le loup pouvait chasser correctement maintenant, trouverait des proies, irait de l'avant. Jean se dit qu'il ne ressentait rien face à cette fatalité. Mais fin avril apporta une surprise, des traces fraîches au rocher d'Appât, plus grandes maintenant, indubitablement celles du même animal. Le loup était resté sur le territoire. Jean se tint là, regardant ces traces, et sentit quelque chose de terriblement proche du soulagement. Il laissa du poisson ce soir-là sans prétendre que c'était accidentel. Le deuxième hiver commença avec Jean laissant activement de la nourriture, maintenant toujours la fiction dans ses rapports que ses méthodes de stockage de prise étaient simplement inadéquates. Le loup noir, approchant maintenant de sa taille adulte, arrivait comme une horloge.
La caméra de surveillance montrait un animal transformé, puissant et sûr de lui, mais toujours seul. Jean s'interrogeait à ce sujet. Les loups étaient des animaux de meute. Pourquoi celui-ci était-il toujours solitaire? Il se surprit à se poser la question, s'arrêta de trop s'en soucier, et échoua complètement. C'est en décembre de ce deuxième hiver que la caméra captura quelque chose de nouveau. Le loup noir apparut avec deux autres, tous deux plus petits, plus jeunes. Des frères et sœurs, pensa immédiatement Jean, notant les traits similaires, la façon dont ils s'en remettaient au leadership du loup noir. Le grand mâle noir prit le poisson que Jean avait laissé, mais au lieu de le manger, il l'emporta, revenant quelques minutes plus tard sans lui. Il nourrissait les autres. Jean regarda cette séquence 3 fois, la compréhension naissant dans sa poitrine. Ce loup n'avait pas été seul par choix. Il s'occupait de ses frères et sœurs plus jeunes, probablement après avoir perdu leur mère. Le loup noir n'était pas un solitaire, il était un jeune alpha faisant de son mieux pour maintenir sa famille en vie. Jean augmenta la quantité de poissons qu'il laissait. 2 devinrent 3, 3 devinrent 4. Il se dit que c'était de la collecte de données, qu'il étudiait le comportement de la meute, que cela servait un but professionnel. La vérité était plus lourde. Ce loup faisait ce que Jean lui-même n'avait pas réussi à faire. Quand les choses étaient devenues difficiles, quand le leadership était devenu compliqué, Jean avait abandonné sa meute, son équipe, les gens qui comptaient sur lui. Cet animal, à peine plus qu'un juvénile lui-même, avait fait le contraire. Il était resté. Il avait dirigé. Il avait pourvu. Il n'avait jamais abandonné ceux qui dépendaient de lui. Le troisième hiver arriva, et la meute était passée à 4. Le loup noir, maintenant indubitablement énorme, menait 3 autres qui suivaient chacun de ses mouvements avec confiance et dévotion. La caméra de Jean capturait leur dynamique, l'alpha vérifiant chaque membre de la meute, apportant de la nourriture, enseignant des techniques de chasse aux plus jeunes, maintenant l'ordre par sa présence plutôt que par l'agression. Jean se retrouva à étudier ces images pendant des heures, prenant des notes qu'il n'incluait jamais dans ses rapports officiels, apprenant des leçons d'un animal qu'il avait initialement considéré comme une simple nuisance. Le siège régional le contactait rarement. Les appels radio mensuels étaient brefs et procéduraux. Les ravitaillements continuaient. Jean envoyait les rapports requis, documentant la météo, les populations de faune, l'entretien des sentiers. Il ne mentionna jamais le loup noir ou sa meute grandissante. Il ne mentionna jamais qu'il laissait intentionnellement du poisson. Il ne mentionna jamais qu'il avait commencé à parler à voix haute quand il était seul, narrant sa pêche à un public de pins, conscient que quelque part dans la forêt, des yeux dorés pouvaient l'observer. La solitude fait d'étranges choses à l'orgueil. Celui de Jean commençait à se fissurer. Le 4e hiver apporta une crise. Jean tomba à travers une fine couche de glace en voulant récupérer un gant qu'il avait laissé tomber. Plongé dans une eau si froide qu'elle lui coupa instantanément le souffle, il s'extirpa par pur instinct de survie, tituba jusqu'à sa maison de campagne, laissant une traînée d'eau gelée, et réussit à peine à allumer le poêle à bois avant que l'hypothermie ne s'empare de lui. Il resta étendu, frissonnant pendant des heures, incapable de bouger, certain qu'il allait mourir dans cet endroit isolé, seul, exactement comme il le méritait pour son orgueil et son entêtement. Mais il ne mourut pas. Le matin vint, il se rétablit. 3 jours passèrent avant que Jean ne puisse à nouveau pêcher. Quand il retourna enfin à son emplacement, faible et chancelant, il trouva quelque chose d'impossible. Des traces d'animaux partout autour de sa maison, encerclant, investiguant. Des traces de loup. L'alpha noir était venu près, plus près que jamais, jusqu'à sa porte. Et éparpillés sur son seuil, gelés mais indubitables, se trouvaient 3 lapins frais, intacts, laissés là délibérément. Jean resta longtemps à regarder ces lapins, comprenant ce qu'ils signifiaient, refusant de l'accepter, et l'acceptant malgré tout. Le loup avait su que quelque chose n'allait pas. Le loup lui avait apporté de la nourriture. L'échange était, d'une manière ou d'une autre, devenu mutuel. Jean rentra ses lapins gelés, les cuisina avec soin, les mangea lentement. Il s'assit près de son poêle ce soir-là, la réalité de sa situation brisant enfin les défenses qu'il avait maintenues pendant des années. Il n'étudiait pas un animal. Il ne documentait pas un comportement. Il avait formé un lien avec une créature sauvage qu'il n'avait jamais cherché, jamais voulu, jamais admis. Et ce lien venait de lui sauver la vie. Le loup veillait sur lui, de la même manière que Jean avait pourvu aux besoins du loup. 2 chefs, 2 pourvoyeurs,
deux êtres qui comprenaient le poids de la responsabilité, même lorsque les mots ne pouvaient être prononcés. Le 5e hiver passa, puis le 6e. Jean eut 53, 54, 55 ans. La meute du loup noir se stabilisa à 5 membres, une unité familiale solide qui prospérait sous la direction de leur alpha. La caméra de Jean les capturait jouant dans la neige, chassant en formation coordonnée, se reposant en tas de fourrure sombre et grise, toujours avec l'énorme alpha noir au centre, veillant, protégeant. Jean se surprit à les envier. Ils avaient ce qu'il avait jeté. Ils avaient ce dont ils s'étaient convaincus ne pas avoir besoin. Ils savaient les uns les autres. Les années poursuivirent leur marche régulière. La barbe de Jean devint longue et grise. Ses mains développèrent de l'arthrite qui rendait la pêche hivernale douloureuse. Ses yeux nécessitaient des lunettes de lecture qu'il refusait de demander au siège, car cela signifierait admettre qu'il vieillissait, que le temps passait, que cette existence isolée consumait sa vie. Le loup noir vieillissait aussi, gagnait des cicatrices sur les oreilles en défendant son territoire, arborait de l'argent autour de son museau, se déplaçait avec la puissance confiante d'un alpha mature dans la force de l'âge. Ils vieillissaient ensemble, réalisa Jean un soir en regardant les images de la caméra. Deux mâles, deux chefs, séparés par l'espèce mais connectés par quelque chose qu'aucun ne pouvait nommer. La routine devint sacrée. Jean pêchait. Jean laissait du poisson au rocher d'appât. Le loup noir les prenait. La meute mangeait. Jean regardait les images. Les années passèrent. Le siège régional cessa de poser des questions détaillées sur son secteur. Il devint une figure, fiable et invisible, exactement comme il le voulait. De jeunes gardes allaient et venaient dans d'autres postes. Jean entendait parler d'eux lors des appels radio mensuels, entendait parler de leur enthousiasme et de leurs perspectives nouvelles, ne ressentait rien d'autre qu'un vague ressentiment face à leur jeunesse et leur espoir. Le 10e hiver arriva, amer et rude. La nourriture était rare. Jean attrapait moins de poissons, mais il laissait la même quantité de toute façon, mangeant moins lui-même, se disant que le loup en avait plus besoin. Il n'avait pas de famille à nourrir. Le loup, si. Mathématiques simples. Il perdit du poids, ses vêtements flottaient sur lui. Sur la caméra, le loup noir paraissait plus maigre aussi, les saisons difficiles laissant leur empreinte. Mais la meute restait unie. L'alpha ne les abandonnait jamais. Jean respectait cela plus qu'il ne pouvait l'articuler, même pour lui-même. Au 13e hiver, Jean avait 60 ans. Son isolement était devenu si complet qu'il passait parfois des semaines sans parler à voix haute. Sa voix devint rauque par manque d'usage. Le loup noir était devenu une légende parmi les quelques gardes qui connaissaient un peu le secteur de Jean. Des images de la caméra de surveillance de l'énorme alpha noir parvenaient occasionnellement au siège régional avec les rapports, générant un bref intérêt avant d'être classés. Personne ne faisait le lien entre la source de nourriture constante que la meute semblait avoir et Jean lui-même. Personne ne posait les bonnes questions. Le 14e hiver fut le plus dur. Une tempête de fin de saison faillit ensevelir sa maison de campagne. Jean passa 3 jours à déblayer, s'épuisant complètement. Il avait à peine l'énergie de pêcher, n'attrapa rien pendant 2 jours d'affilée. Le 3e jour, faible et affamé, il vérifia ses pièges près de la maison pour du petit gibier, ne trouva rien. Il retourna à sa maison pour trouver, une fois de plus, un cadeau. Cette fois, 3 lapins frais, fraîchement tués, laissés juste devant sa porte. Les traces du loup noir étaient partout. Jean se tint dans la neige, des larmes gelant sur ses joues avant qu'il ne puisse les arrêter, regardant ses lapins et comprenant parfaitement. Ils se maintenaient en vie l'un l'autre maintenant. L'échange était devenu égal. Quelle que soit la dette qui existait entre eux, elle avait été payée d'avance et en retour tant de fois que ni l'un ni l'autre ne devait rien, et que tous deux devaient tout. Jean avait 61 ans quand le 15e hiver commença. Il marqua l'anniversaire sans cérémonie, juste une reconnaissance silencieuse qu'il était là depuis 15 ans, qu'il nourrissait un loup depuis 15 hivers, que plus d'une décennie s'était écoulée depuis qu'il avait fait partie d'une communauté humaine. La meute du loup noir était passée à 7 membres brièvement, puis était revenue à 6. L'énorme alpha grisonnait de manière significative maintenant, se déplaçant plus prudemment, montrant son âge. Ils étaient tous deux de vieux mâles, pensa Jean, tous deux ayant dépassé leur apogée, tous deux encore là, survivants, maintenant les routines qui donnaient une structure à des jours autrement vides. C'est au début de février, au cœur de ce 15e hiver, que l'appel radio qui changea tout arriva. Siège régional.
Nouvelle administration, nouvelle priorité. Initiative de sécurité touristique, protocole sur la faune problématique. Jean écouta avec une appréhension croissante l'administrateur expliquer qu'il y avait eu des rapports, des inquiétudes concernant un grand loup noir et sa meute opérant sur le territoire. La meute devenait trop à l'aise près des structures humaines, potentiellement dangereuses, devait être gérée avant la saison touristique. Une opération était prévue. Du personnel expérimenté serait affecté. La connaissance intime du secteur par Jean faisait de lui le choix évident pour diriger l'effort d'élimination. Jean se tenait là, tenant le combiné de la radio, fixant le vide tandis que l'administrateur décrivait les délais et les procédures. 2 semaines pour organiser une équipe de 5 gardes, y compris Jean. Insertion par hélicoptère dans les hauts plateaux des Alpes où la meute passait la fin de l'hiver. Rapide, professionnel, nécessaire pour la sécurité publique. La voix de l'administrateur était factuelle, raisonnable, totalement convaincu de la justesse de cette décision. Jean ne dit rien, n'accepta rien, termina l'appel sans confirmer sa participation. Il s'assit lourdement sur sa couchette, la radio toujours à la main, et comprit que 15 hivers avaient mené à ce moment. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait partagé avec le loup noir, tout ce qu'ils étaient devenus l'un pour l'autre sans jamais parler, était sur le point d'être détruit. Et on attendait de lui qu'il soit celui qui détruise. Jean ne dormit pas cette nuit-là. Il s'assit à sa petite table en bois, la radio silencieuse maintenant, le poêle à bois crépitant, et se força à affronter ce qu'il avait évité pendant 15 ans. Le loup noir lui avait enseigné quelque chose qu'il avait refusé d'apprendre. Chaque hiver, l'animal revenait, chaque poisson qu'il apportait à ses frères et sœurs, chaque fois qu'il se positionnait entre le danger et sa meute, il démontrait la seule chose que Jean n'avait pas réussi à faire, rester, diriger, protéger. Ne jamais abandonner les siens, peu importe la difficulté. Le souvenir que Jean avait enfoui refit surface, vif et inévitable. Son équipe. Sa décision. L'opération de relocalisation qui avait tout déclenché. Il s'agissait d'une mère ours et de 2 oursons qui avaient leur tanière trop près d'un nouveau développement de camping. La directrice régionale de l'époque, Madame Valérie Rousseau, voulait les éliminer. Jean avait plaidé pour la relocalisation, avait passé des semaines à préparer, à présenter des données, à montrer des précédents. Il avait finalement obtenu la permission, après avoir usé toutes les objections. L'opération s'était déroulée parfaitement. Les ours avaient été relocalisés avec succès. Puis des touristes s'étaient plaints d'avoir vu des ours près du nouveau site. Les politiciens s'en étaient mêlés. La directrice avait blâmé Jean publiquement, avait mis en doute son jugement, suggéré qu'il avait privilégié les animaux par rapport à la sécurité humaine. Jean aurait pu se défendre calmement, aurait pu présenter les faits, aurait pu montrer que les ours relocalisés apparaissent toujours dans de nouveaux territoires, que c'était un comportement normal, qu'aucun protocole de sécurité n'avait été violé. Au lieu de cela, son orgueil s'était enflammé. La même directrice qui s'était attribué le mérite des programmes réussis de Jean pendant des années le jetait maintenant de côté pour protéger des relations politiques. Jean avait explosé lors d'une réunion du personnel, avait dit des choses qui ne pouvaient être reprises, avait remis en question la compétence de la directrice, son éthique, sa compréhension de base de la gestion de la faune. Il avait brûlé tous les ponts dans la pièce. Son équipe avait essayé de le soutenir, s'était portée garante de son jugement, lui avait demandé de rester, de se battre correctement, de les laisser l'aider à présenter la vérité. Stéphane Leroy, Nicolas Bernard, Pascal Girard. Ils étaient tous là, leur visage un mélange de loyauté et d'inquiétude. Jean avait refusé, voyant leur soutien comme de la pitié, avait exigé sa mutation immédiatement, avait tourné le dos à 12 ans de mentorat, d'amitié, de but commun, se disant qu'ils étaient mieux sans lui. Il s'était convaincu que le leadership ne valait pas les manœuvres politiques, que l'isolement était préférable à la lutte pour ce en quoi il croyait. Il avait abandonné sa meute parce que c'était plus facile que de faire face à la critique, plus facile que d'admettre qu'il avait mal géré la confrontation, plus facile que de s'excuser pour son explosion, même si sa position de fond était correcte. Le loup noir avait fait le contraire. Il avait perdu sa mère jeune, s'était retrouvé responsable de frères et sœurs à peine assez âgés pour survivre, et au lieu de fuir ce fardeau impossible, il était resté. Il avait appris à chasser, appris à diriger, maintenu sa famille en vie à travers des hivers qui auraient dû les détruire. Il était devenu l'alpha le plus magnifique que Jean ait jamais vu, non par talent naturel, mais par un engagement inébranlable envers ceux qui dépendaient de lui. Jean se leva et se dirigea vers son classeur,
en sortit 15 ans de fichiers d'images de caméras de surveillance, les étala sur sa table. Des milliers d'images. Toute la vie du loup noir documentée en moments figés. Là, le juvénile décharné prenant son premier poisson. Là, l'adolescent apprenant sa force. Là, le jeune adulte avec ses premiers frères et sœurs à protéger. Image après image montrant la croissance, la dévotion, montrant un leader forgé par la responsabilité au lieu de la fuir. Jean avait observé cette transformation sans en tirer aucune leçon. Ou plutôt, en apprenant tout mais en refusant d'appliquer ces leçons à sa propre vie. Il regarda les images récentes. L'énorme alpha noir dans la force de l'âge, grisonnant maintenant, mais toujours puissant, toujours vigilant, maintenant toujours sa famille unie. Cette loup qui lui faisait entièrement confiance. Cette vie qui dépendait de ses décisions chaque jour. Et on demandait à Jean de mettre fin à ses vies, d'éliminer cette meute, de détruire la seule chose en 15 ans qui lui avait montré ce qu'il aurait dû être. Les 2 semaines suivantes passèrent dans un brouillard de préparatifs. Jean suivit les mouvements mécaniquement. Le siège régional envoya des cartes mises à jour marquant les schémas de déplacement de la meute. Jean avait des informations plus détaillées grâce à ses propres caméras, mais ne les partagea pas. Un ravitaillement apporta des munitions, du matériel mis à jour, des tenues de grand froid pour l'équipe qui arriverait. Jean rangea tout sans y toucher plus que nécessaire. Il continua ses routines, pêcher, laisser de la nourriture au rocher d'appât, regarder le loup noir la prendre. Chaque soir ressemblait à une trahison. Chaque poisson qu'il laissait semblait être une preuve qu'il utiliserait pour chasser l'animal qui lui faisait confiance. L'équipe arriva un mardi matin par hélicoptère. 4 gardes que Jean n'avait jamais rencontrés, tous plus jeunes, tous efficaces, tous traitant cela comme une gestion de la faune de routine. La chef d'équipe, une femme nommée Chloé Martin, avait peut-être 35 ans, professionnelle et méticuleuse. Elle serra la main de Jean, le remercia pour son expertise locale, le briefa sur le calendrier de l'opération. Il passerait 2 jours à son poste pour se préparer, examiner le territoire, vérifier l'équipement. Le 3e jour, si le temps le permettait, insertion par hélicoptère dans les hauts plateaux des Alpes où l'activité de la meute avait été la plus récemment documentée. Opération rapide, professionnelle, dans les règles de l'art. Jean regarda ces jeunes gardes se déplacer dans l'espace de sa maison de campagne, étalant des cartes, discutant des approches, vérifiant leurs armes, et se sentit complètement déconnecté d'eux. Ils étaient compétents. Ils suivaient les ordres. Ils croyaient faire un travail nécessaire. Aucun d'entre eux n'avait passé 15 ans à observer l'animal qu'ils s'apprêtaient à éliminer. Aucun d'entre eux n'avait été maintenu en vie par cet animal. Aucun d'entre eux ne comprenait ce qu'ils étaient réellement venus détruire. Chloé remarqua le silence de Jean, lui demanda s'il allait bien. Jean dit que oui, juste fatigué, s'habituant à avoir de nouveau des gens autour après si longtemps seul. Elle accepta cette explication et retourna aux préparatifs. Ce soir-là, l'équipe s'assit autour de son poêle à bois, échangeant des histoires d'autres missions, la camaraderie facile des gens qui travaillent régulièrement ensemble. Jean ne dit presque rien, s'excusa tôt, sortit dans la nuit. Il se tint dans la neige, le regard fixé vers la forêt où il savait que des yeux dorés pourraient l'observer. Le loup noir n'était pas venu chercher de poissons ce soir-là. Un instinct lui disant que le danger était proche. Jean resta là un long moment, son souffle formant de la buée, le cœur lourd, avant de rentrer pour faire semblant de dormir. La 2e journée fut consacrée aux vérifications de l'équipement et à la planification de l'itinéraire. Chloé étala des cartes sur la table de Jean, traça des chemins d'approche potentiels, marqua les caractéristiques du terrain. Elle interrogea Jean sur le comportement de la meute, leurs préférences pour les tanières, leur schéma de déplacement. Jean répondit mécaniquement, fournissant des informations qui les aideraient à trouver et à éliminer les loups qu'il avait protégés pendant 15 ans. Il se sentait comme un traître à chaque mot. Chloé sembla satisfaite de ses contributions. Le plan d'opération se mit en place efficacement. Cet après-midi-là, Jean trouva un moment seul. Il se rendit au rocher d'appât, s'assit sur la pierre froide et parla à voix haute pour la première fois depuis des semaines. Il dit à la forêt vide qu'il était désolé. Il dit au loup noir, où qu'il soit, que Jean lui avait fait défaut, qu'après 15 ans de compagnie silencieuse, Jean allait mener des gens pour le détruire. Parce que c'était ce que le siège ordonnait, parce que Jean ne savait pas comment se battre, parce que Jean était toujours le même homme qui avait tourné le dos à son équipe plutôt que de défendre ce qui comptait. Sa voix se brisa.
Il resta assis là, pleurant dans la neige, un homme de 61 ans qui avait gaspillé 15 ans à apprendre une leçon sans jamais l'appliquer. Le loup noir apparut. Il sortit de la lisière des arbres, à une cinquantaine de mètres, et resta simplement là, massif et sombre sur la neige blanche, regardant Jean avec ses yeux dorés qu'il avait observés pendant tant d'hiver. Jean se figea. En 15 ans, il n'avait jamais été aussi proche pendant que Jean était présent. Le loup avait toujours attendu que Jean parte avant de s'approcher. Mais maintenant, il se tenait là, pleinement visible, pleinement vulnérable, comme s'il comprenait ce qui allait arriver et voulait que Jean le voie une dernière fois tel qu'il était vraiment, magnifique, puissant, sans peur. Un chef qui n'avait jamais abandonné ses responsabilités. Ils se regardèrent à distance. Jean voulait parler, expliquer, s'excuser. Aucun mot ne vint. Le loup resta là un instant de plus, puis se retourna et disparut dans la forêt, silencieux comme une ombre. Jean resta assis sur le rocher d'appât longtemps après, comprenant ce moment pour ce qu'il était. Le loup était venu dire au revoir. Ou peut-être pour rappeler à Jean une dernière fois tout ce qu'il avait enseigné sans mots. Quoi qu'il en soit, Jean savait que c'était la dernière fois qu'il verrait le loup noir vivant. Sauf s'il faisait quelque chose d'impossible. Ce soir-là, l'équipe finalisa les plans. Les prévisions météo étaient favorables pour le lendemain. Extraction par hélicoptère à 6 heures. 2 heures de vol vers les hauts plateaux, 3 heures de marche jusqu'à la zone où l'activité de la meute était concentrée. L'opération commencerait en milieu de matinée. Chloé était confiante qu'il pourrait tout terminer en une journée, être extrait en fin d'après-midi. Professionnel, propre, vite réglé. Jean acquiesça à tout, ne dit rien de ses doutes, de ses regrets, de sa certitude croissante qu'il ne pouvait pas faire ça. Il était allongé sur sa couchette cette nuit-là, écoutant les autres gardes dormir, et prit une décision. Il participerait à cette opération. Il les mènerait là où se trouvait le territoire de la meute. Et quand le moment viendrait, quand il trouverait le loup noir, Jean ferait ce qu'il aurait dû faire 15 ans auparavant, lorsque sa directrice l'avait attaqué. Il se lèverait. Il défendrait ce qui comptait. Il refuserait de fuir quelque chose simplement parce que se battre pour cela était difficile. Il n'abandonnerait pas sa meute à nouveau, même si cette meute avait 4 pattes et ne parlait pas. Le sommeil vint par fragments. Jean se réveilla avant l'aube, s'habilla dans l'obscurité froide, rejoignit l'équipe pour un petit déjeuner rapide. Personne ne parlait beaucoup. Les opérations ont leur propre gravité. À 5h30, il se tenait dans la neige devant la maison de campagne, l'équipement vérifié, prêt. L'hélicoptère apparut à l'heure prévue, son rugissement brisant le silence de l'aube. Jean monta à bord en dernier, jeta un dernier regard à sa maison, à la forêt au-delà, au rocher d'appât à peine visible dans la lumière grandissante. 15 ans de sa vie contenus dans cette vallée. 15 ans de leçons qu'il avait finalement apprises. Trop tard pour que cela compte. Le vol les emmena vers le nord et vers le haut, suivant les vallées fluviales, grimpant vers les hauts sommets où la meute passait la fin de l'hiver. Chloé était assise à côté de Jean, examinant des cartes sur une tablette, signalant occasionnellement des points de repère en dessous. Les autres gardes vérifiaient leurs armes, testaient leurs radios, se préparaient mentalement. Jean regardait par la fenêtre, observant la nature sauvage défiler sous eux, se demandant comment il avait laissé sa vie devenir cela. 61 ans, seul, sur le point de trahir la seule relation qui avait compté pour lui depuis plus d'une décennie. Toujours en train de fuir le vrai leadership, même maintenant. L'hélicoptère se posa dans une clairière enneigée 2 heures plus tard. L'équipe débarqua rapidement, le matériel distribué, la formation établie. Chloé menait, Jean juste derrière elle, fournissant des indications, les 3 autres suivant. La marche fut difficile. Terrain escarpé, neige profonde, l'altitude rendant la respiration difficile. L'âge de Jean se faisait sentir. Les jeunes gardes ajustèrent leur rythme sans commentaire, courtoisie professionnelle. Ils grimpèrent pendant 3 heures, suivant les lignes de crête, traversant des ruisseaux gelés, s'enfonçant plus profondément dans un territoire que Jean connaissait par les cartes mais n'avait jamais personnellement visité. Chloé ordonna une halte à midi. Ils étaient proches. Des traces fraîches à proximité. Une tanière de loup possiblement à moins d'1 kilomètre. L'équipe mangea des rations rapides, vérifia de nouveau l'équipement. Chloé décrivit l'approche finale. Ils se diviseraient en 2 groupes, approcheraient du site présumé de la tanière par des angles différents, maintiendraient le contact radio, se déplaceraient avec prudence.
Le but était de localiser la meute, d'évaluer la situation, d'éliminer l'alpha en premier si possible, puis les adultes restants. Les louveteaux pourraient être relocalisés plutôt qu'éliminés, en fonction de leur comportement. Toutes les décisions seraient prises sur le terrain, en fonction des circonstances. Jean écouta ses plans et sentit la certitude s'installer dans ses os. Il ne ferait pas cela. Ne pouvait pas. Quand il trouverait le loup noir, Jean ferait un choix différent de celui attendu. À quoi ressemblerait exactement ce choix, il ne le savait pas encore. Mais il savait avec une clarté absolue qu'il ne lèverait pas une arme contre l'animal qui lui avait tout appris sur le leadership en étant simplement ce que Jean n'avait pas réussi à être. Ils se remirent en marche, en formation. Chloé menant son groupe à gauche, Jean menant son groupe à droite. Le plan était de converger sur la zone de la tanière depuis des côtés opposés. Jean se déplaçait lentement, délibérément, laissant la distance entre les groupes s'agrandir. Ses 3 gardes le suivaient sans poser de questions. Il était l'expert local, il faisait confiance à son jugement sur le rythme et l'approche. Cette confiance pesait lourd. C'étaient de bonnes personnes, faisant ce qu'elles croyaient juste. Jean était sur le point de trahir leur confiance aussi. Mais cette fois, pour quelque chose qui comptait plus que l'orgueil. La radio crépita. La voix de Chloé. Ils avaient un visuel sur les loups. Plusieurs animaux se déplaçant vers la ligne de crête. Jean accusa réception, ajusta la direction de son groupe. Son cœur battait la chamade maintenant. C'était le moment. Le moment où tout changeait à nouveau. Le moment où il choisissait différemment de ce qu'il avait choisi 15 ans auparavant. Le moment où il se levait enfin au lieu de s'enfuir. Ils franchirent une crête et là, c'était elle. La ligne de crête que Chloé avait décrite. Et sur un affleurement rocheux massif, se découpant sur le ciel et la neige, le loup noir. Même à cette distance, Jean pouvait voir à quel point il était devenu énorme, puissant, magnifique. Le loup ne fuyait pas, ne se cachait pas. Il se tenait là, en pleine vue, positionné entre les gardes qui approchaient et la forêt derrière lui où sa meute attendait. Les protégeant une fois de plus. Faisant ce que font les alphas. Le groupe de Jean avança. La distance se réduisit. 100 mètres. 75. 50. Jean leva la main. Ses gardes s'arrêtèrent. La voix de Chloé à la radio, demandant un rapport de situation. Jean ne répondit pas, continua simplement d'avancer, seul, réduisant la distance. Le loup noir le regardait venir, ses yeux dorés fixés sur le visage de Jean, la reconnaissance claire même à travers la distance restante. 30 mètres maintenant. 20. Assez près pour voir les poils individuels dans sa fourrure sombre, assez près pour voir l'argent autour de son museau, assez près pour voir les cicatrices gagnées en 15 ans de leadership. Le loup ne bougeait pas. Jean désépaula sa carabine, sentit son poids dans ses mains, entendit la voix de Chloé à la radio exigeant une réponse, entendit ses propres gardes derrière lui attendant des ordres. Le loup noir se tenait sur son rocher, exposé, vulnérable, refusant de fuir, refusant d'abandonner sa meute, même en sachant ce qui allait arriver. Jean leva la carabine, l'épaula, trouva le loup dans sa lunette. 15 hivers en suspens. Jean regarda le loup noir à travers sa lunette de visée, le doigt sur la gâchette, son souffle se condensant en buée dans l'air de la montagne. Derrière lui, il entendit ses 3 gardes se mettre en position, entendit le crissement de l'équipe de Chloé approchant de l'autre côté. 6 armes seraient pointées sur cet animal en quelques secondes. Le loup resta parfaitement immobile sur son rocher, les yeux dorés fixes, ne montrant aucune peur. Jean pouvait voir la meute dans la forêt derrière l'alpha maintenant, des formes bougeant dans l'ombre, restant en retrait mais observant leur chef, lui faisant confiance pour les protéger, de la même manière que l'équipe de Jean lui avait fait confiance 15 ans auparavant. Jean baissa sa carabine. Pas lentement, pas avec hésitation, mais de manière décisive. Il la remit en bandoulière sur son épaule et fit 3 pas en avant, se positionnant directement entre le loup et ses gardes. La voix de Chloé crépita, urgente, à la radio, exigeant de savoir ce qu'il faisait. Jean leva la main, éteignit sa radio, entendit les protestations de son équipe derrière lui. Il leva les 2 mains, signal universel pour s'arrêter, pour attendre, pour écouter. Le loup noir observait cela sans bouger. Jean se tenait là, totalement exposé, le dos à l'animal qui pourrait le tuer en quelques secondes, faisant face à 6 gardes armés qui étaient maintenant complètement confus.
Chloé émergea des arbres avec son groupe, l'arme levée, son visage montrant à la fois de l'inquiétude et de la frustration. Elle l'interpella, exigeant une explication. Jean prit une profonde inspiration et lui donna la vérité. Toute la vérité. 15 ans de vérité. Il leur parla du premier hiver, du juvénile décharné volant du poisson, de la routine qui s'était développée sans planification. Il leur parla de l'observation de la croissance du loup à travers les images de la caméra, de la découverte que le jeune Alpha s'occupait de frères et sœurs orphelins, de la reconnaissance d'un leadership qui faisait honte à ses propres échecs. Sa voix gagna en force tandis qu'il parlait, les mots venant plus vite, une vérité qu'il n'avait jamais articulée à personne se déversant dans l'air raréfié de la montagne. Il leur parla des lapins laissés sur son seuil quand il avait failli mourir, de 15 hivers de partenariat silencieux, d'un animal qui lui avait tout appris d'important par une simple et inébranlable dévotion envers ceux qui dépendaient de lui. Chloé baissa légèrement son arme. Les autres gardes écoutaient, leurs expressions passant de la confusion à l'incertitude, puis à quelque chose comme de la compréhension. La voix de Jean se brisa tandis qu'il continuait. Il leur parla de sa propre équipe, de sa propre meute, des gens qu'il avait abandonnés parce que l'orgueil comptait plus que les relations. Il leur parla de 15 ans passés à regarder ce loup faire tout ce que Jean n'avait pas réussi à faire, diriger, persister, protéger. Ne jamais abandonner les siens, peu importe la difficulté. Il leur dit qu'il ne pouvait pas, qu'il ne participerait pas à la destruction de la seule chose en 15 ans qui lui avait montré ce à quoi ressemblait un vrai leadership. Il se tourna alors, lentement, faisant face au loup noir. Il dit à l'animal des choses qui devaient être dites, même si les mots ne signifiaient rien entre eux. Il s'excusa d'avoir amené le danger sur son territoire, le remercia pour 15 hivers de leçons, reconnut ce que le loup lui avait enseigné depuis le début. La voix de Jean était stable maintenant, claire et forte. Il dit à Chloé et à son équipe qu'ils pouvaient procéder à l'opération s'ils le voulaient. Il ne les arrêterait pas. Mais ils ne participeraient pas, ne lèveraient pas une arme, resteraient là, entre eux et le loup, aussi longtemps que nécessaire. Et quand ce serait terminé, quand ils déposeraient leur rapport, ils s'assureraient que le siège comprenne exactement ce qu'ils avaient ordonné de détruire. Chloé resta silencieuse un long moment. Finalement, elle parla, sa voix prudente. Elle demanda à Jean s'il comprenait ce qu'il faisait, les conséquences auxquelles il faisait face. Jean dit qu'il comprenait parfaitement. Qu'il choisissait différemment de ce qu'il avait choisi 15 ans auparavant. Qu'il se levait au lieu de s'enfuir. Qu'il protégeait sa meute, même si celle-ci avait 4 pattes et ne pouvait pas parler. Chloé regarda le loup noir, toujours immobile sur son rocher, puis de nouveau Jean. Elle demanda ce qu'il voulait qu'il fasse. Jean ralluma sa radio, dit dedans, fort et clair, qu'il annulait l'opération. Que cette meute ne posait aucune menace. Que 15 ans de coexistence le prouvaient. Que l'élimination était inutile et mauvaise. Que si le siège voulait autre chose, il pouvait envoyer une nouvelle équipe, et qu'il n'en ferait pas partie. Il démissionnerait d'abord, ici et maintenant, sur cette montagne. Il détacha son insigne de garde, le leva pour que tout le monde puisse le voir, dit à Chloé que sa carrière ne signifiait rien comparé au fait de faire ce qui était réellement juste au lieu de ce qui était facile ou attendu. Le silence qui suivit s'étira longuement. Jean se tenait là, l'insigne à la main, attendant que Chloé prenne sa décision. Les autres gardes la regardaient pour obtenir des instructions. Elle était la chef d'équipe maintenant. C'était sa décision. Chloé étudia Jean un instant de plus, puis le loup, puis sa propre équipe. Finalement, lentement, elle abaissa complètement son arme, la mit en sécurité, dit à son équipe de se retirer. Elle dit dans sa radio que l'opération était en cours de réévaluation sur le terrain, que les circonstances étaient différentes de celles du briefing, qu'il retournait au point d'extraction pour une consultation plus approfondie avec le siège. Jean sentit ses genoux faiblir. Il s'était attendu à de la résistance, à une dispute, peut-être même à une arrestation pour insubordination. La décision de Chloé le stupéfia. Elle s'approcha, s'arrêta à quelques mètres de lui, le regarda droit dans les yeux. Elle dit qu'elle était devenue garde pour protéger la faune, pas pour l'éliminer pour des raisons politiques. Elle dit que le siège serait en colère, qu'il y aurait des conséquences pour tout le monde, mais qu'elle faisait confiance au jugement de Jean sur ce territoire, cette meute, cette situation. Elle dit que parfois, faire ce qui est juste signifiait refuser des ordres injustes, et qu'elle était prête à se tenir à ses côtés sur ce point. Les autres gardes murmurèrent leur accord. Un par un, ils baissèrent leurs armes,
les mirent en sécurité, indiquèrent leur soutien. Jean se tenait là, tenant son insigne, entouré de gens qui avaient choisi de lui faire confiance, de suivre son exemple, même si cela leur coûtait cher. De former le genre d'équipe qu'il avait abandonné 15 ans auparavant. Il n'était plus seul. Il n'était plus isolé par son propre choix. Ces étrangers étaient devenus sa meute en cet instant. Et il n'allait pas leur faire défaut comme il l'avait fait auparavant. Jean se retourna vers le loup noir, toujours en attente sur son rocher. Il parla à voix haute, sachant que les gardes pouvaient l'entendre, dit que le loup était en sécurité maintenant, que sa meute était protégée, que Jean s'en assurerait. L'énorme alpha le regarda avec ses yeux dorés qui avaient vu 15 hivers. Puis, lentement, délibérément, le loup descendit de son rocher, se déplaça sur la paroi de pierre avec une puissance contrôlée, atteignit la neige, fit quelques pas vers Jean. Chaque garde se tendit. Chloé se rapprocha, la main près de son arme de poing, non pas menaçante, mais prête. Le loup s'approcha à moins de 3 mètres. 8 pieds. 5. Jean resta parfaitement immobile, retenant à peine sa respiration. À 3 mètres, assez près pour que Jean puisse voir chaque détail des oreilles balafrées et du museau grisonnant, le loup s'arrêta. Ils se regardèrent. Jean et l'animal qu'il avait maintenu en vie, lui avait tout appris, lui avait montré ce qu'il aurait dû être. Le moment resta suspendu dans le silence de la montagne. Le loup baissa la tête. Non pas en soumission, mais en autre chose. Une reconnaissance. Une reconnaissance entre égaux, entre deux alphas qui avaient finalement appris les mêmes leçons par des chemins différents. Le geste dura peut-être 3 secondes. Puis l'énorme animal releva la tête, soutint le regard de Jean un dernier instant, se retourna et retourna calmement vers la forêt. La meute sortit de l'ombre pour l'accueillir, se rassembla autour de son alpha, et ensemble, ils disparurent dans les arbres. Ne fuyant pas, juste partant, confiant que le danger était passé parce que leur chef avait déterminé que c'était sûr. Jean resta à regarder jusqu'à ce que la dernière forme sombre disparaisse, prit conscience qu'il pleurait, des larmes gelant sur ses joues. Chloé lui toucha doucement l'épaule, dit qu'il devait retourner au point d'extraction, faire face aux conséquences à venir. Jean hocha la tête, remit son insigne, lui dit qu'il avait une proposition. Quelque chose de mieux que l'élimination, quelque chose qui pourrait réellement résoudre le problème qui inquiétait le siège. Il lui demanda si elle l'écouterait pendant la descente. Chloé dit que oui. Ils descendirent la montagne ensemble, Jean expliquant son idée, transformer le problème en opportunité. La meute du loup noir était déjà à l'aise près de la présence humaine sans être menaçante. Une base parfaite pour un programme d'observation des loups. Accès contrôlé, visite guidée, volet éducatif. Revenus touristiques au lieu de controverse. Protection pour la meute, avantages économiques pour la région. Une réussite en matière de conservation que le siège pourrait présenter comme un acte de leadership au lieu d'un échec. Chloé écouta, posa des questions, et finalement hocha la tête en signe d'accord, disant qu'elle soutiendrait la proposition, aiderait à la présenter, utiliserait sa position pour la défendre. Le retour en hélicoptère fut silencieux, chacun traitant ce qui s'était passé. Jean se sentait plus léger qu'il ne l'avait été en 15 ans. Terrifié aussi. Il venait de défier des ordres directs, avait failli démissionner, avait forcé son équipe à choisir entre suivre la procédure et faire ce qui était juste. Les conséquences seraient sévères. Mais pour la première fois en 15 ans, il avait dirigé au lieu d'abandonner, s'était levé au lieu de s'enfuir, avait protégé sa meute. Quoi qu'il arrive, il pourrait y faire face. La réponse du siège régional fut exactement aussi mauvaise que prévu. Jean et Chloé furent tous deux convoqués au bureau régional. Le nouveau directeur, M. Philippe Dupont, une personne différente de celle avec qui Jean s'était affronté des années auparavant, était furieux. Il exigea des explications, menaça de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. Jean le laissa se défouler, puis présenta calmement sa proposition. Documentation détaillée de 15 ans d'images de caméras de surveillance montrant le comportement de la meute, preuve de coexistence sans incident, projections économiques pour le programme d'observation, valeurs éducatives, messages de conservation. Tout ce dont le siège avait besoin pour transformer un échec en succès, s'ils étaient prêts à le voir. Le nouveau directeur n'était pas comme l'ancien. Il écouta, posa des questions difficiles, examina les documents attentivement, fit appel à d'autres pour évaluer la faisabilité. Il fallut 2 semaines avant qu'il ne prenne une décision. Finalement,
Il rappela Jean et Chloé. Il dit que le programme était approuvé à titre provisoire. 1 an d'essai. Jean le dirigerait, développerait les protocoles, prouverait le concept. Chloé l'assisterait à temps partiel tout en maintenant ses autres fonctions. En cas de succès après 1 an, le programme deviendrait permanent. S'il échouait, leurs 2 carrières étaient terminées. Jean accepta les conditions immédiatement. Le poste près de la rivière se transforma au cours des mois suivants. De nouvelles installations furent construites pour l'observation, des sentiers furent aménagés, des protocoles de sécurité établis. Jean embaucha et forma des guides, principalement de jeunes gardes désireux d'apprendre. Il leur enseigna tout ce qu'ils savaient sur les loups, sur le leadership, sur la meute du loup noir en particulier. Le programme fut lancé au début de l'été. Les touristes vinrent, prudemment au début, puis en nombre croissant. Le mot se répandit. Les médias en parlèrent. L'énorme loup noir devint célèbre, largement photographié, sa meute un symbole de conservation réussie. Mais autre chose se produisit, qui importait plus pour Jean. Il recontacta son ancienne équipe, celle qu'il avait abandonnée 15 ans auparavant. Il les appela un par un, sur plusieurs semaines. Chaque conversation fut difficile et nécessaire. Il s'excusa, expliqua ce qu'il avait appris, leur demanda s'ils envisageraient de se rencontrer. Certains dirent non. Certains dirent peut-être plus tard. 3 dirent oui. Stéphane Leroy, Nicolas Bernard et Pascal Girard. Des hommes qui avaient travaillé sous ses ordres, appris de lui, et essayaient de le soutenir quand tout s'était effondré. Ils vinrent visiter le poste de la rivière, passèrent un week-end, parlèrent pendant des heures. Jean s'excusa correctement, minutieusement, reconnut ses échecs. Ils écoutèrent, posèrent des questions, et finalement, prudemment, commencèrent à reconstruire quelque chose qui pourrait redevenir de l'amitié. Stéphane, qui avait repris l'équipe après le départ de Jean, dit quelque chose qui resta à jamais gravé dans l'esprit de Jean. Il dit qu'il s'était demandé pendant 15 ans si leur tentative de soutenir Jean avait d'une manière ou d'une autre échoué, s'ils auraient dû en faire plus. Jean l'arrêta, dit non. Il dit que l'échec était entièrement de sa faute, qu'ils avaient fait exactement ce qu'une bonne meute fait, soutenir son chef, même quand il a tort. C'était Jean qui n'avait pas réussi à voir ce soutien pour ce qu'il était, n'avait pas réussi à l'accepter, n'avait pas réussi à les guider à travers la difficulté au lieu de les abandonner. Stéphane hocha lentement la tête, dit que comprendre cela était probablement la leçon la plus difficile du leadership. Que d'accepter de l'aide était plus difficile que d'en donner. L'automne arriva. Le programme réussissait au-delà des projections. Le siège était satisfait. La meute du loup noir prospérait, non dérangée maintenant, leur territoire protégé. Un soir, Jean se tenait au rocher d'appât, n'ayant plus besoin de cacher ce qu'il faisait. Il laissait du poisson ouvertement maintenant. L'énorme alpha s'approcha en pleine vue, prit l'offrande, la ramena à sa famille. Jean observa avec des jumelles la meute partager le repas, le loup noir vérifier chaque membre, le leadership continuant comme il l'avait fait depuis maintenant 16 hivers. Chloé le rejoignit, étant devenue une présence régulière au poste. Elle dit que le siège voulait que Jean étende le programme à d'autres territoires, forme d'autres gardes à ses méthodes, devienne le spécialiste régional de l'observation et de la conservation des loups. C'était un poste de direction. Cela signifierait à nouveau coordonner des équipes, être un mentor, être responsable d'autres personnes. Chloé lui demanda s'il le voulait. Jean regarda le loup noir au loin, entouré de sa meute, toujours à la tête, toujours protégeant après toutes ces années. Il pensa aux leçons apprises, au temps perdu, à la seconde chance qui lui avait été donnée. Il dit à Chloé que oui, il le voulait. Il était prêt cette fois. Il avait appris ce que le loup noir lui enseignait depuis le début. Le leadership, ce n'était pas de ne jamais faire d'erreur. C'était de ne jamais abandonner ceux qui dépendent de vous. De se lever quand les choses deviennent difficiles au lieu de s'enfuir. De rester avec sa meute, quoi qu'il arrive. L'hiver revint. Le 17e hiver que Jean passerait sur ce territoire. Mais il n'était plus seul. Sa maison de campagne était souvent pleine de jeunes gardes en formation, de collègues en visite, d'anciens membres de son équipe renouant des liens, lentement et prudemment. Ses journées avaient un but au-delà de la routine. Il dirigeait des programmes de formation, développait des protocoles de conservation, encadrait la prochaine génération de gardes qui voulaient vraiment apprendre de lui maintenant, parce qu'il avait quelque chose de valable à enseigner.
Il était devenu le leader qu'il aurait dû être 15 ans auparavant. Meilleur, peut-être, parce qu'il comprenait maintenant ce que cela lui avait coûté d'échouer. Le loup noir vieillissait à ses côtés, maintenant vraiment vieux, se déplaçant plus raidement, dormant plus, laissant les plus jeunes membres de la meute prendre des rôles plus actifs. Mais toujours l'alpha. Toujours à la tête. Toujours maintenant ce qu'il avait construit. Jean comprenait cela parfaitement. Ils étaient tous deux de vieux mâles maintenant, tous deux ayant dépassé leur apogée physique, tous deux encore là, assumant toujours les responsabilités qu'ils avaient chacun appris à prendre au sérieux. Un soir de février, Jean se tenait devant sa maison de campagne, regardant le coucher de soleil peindre la neige d'or et de rose. Son poste était plein de monde. Une session de formation était en cours. De jeunes gardes apprenaient les protocoles d'observation des loups. Ils pouvaient entendre leur voix à travers les murs de la maison, enthousiastes et engagés. Dans la forêt, au-delà du rocher d'appât, ils savaient que la meute du loup noir s'installait pour la nuit, rassemblée pour la chaleur et la sécurité, protégée par un alpha qui n'avait jamais faibli. Jean pensa au moment sur la montagne, quand il avait finalement fait le bon choix après 15 ans de mauvais choix. Quand il s'était tenu entre les armes et le loup. Quand il avait dirigé au lieu d'abandonner. Tout ce qui était bon dans sa vie actuelle découlait de ce choix. Le travail qu'il faisait, les gens qui l'entouraient, la rédemption qu'il avait gagnée en refusant de répéter ses anciennes erreurs. Tout cela possible parce qu'un loup noir avait passé 15 hivers à lui apprendre ce que signifiait réellement le leadership. Il retourna à l'intérieur, vers son équipe, sa meute. Les gens qui comptaient sur lui maintenant pour être guidés et conseillés. Il se tint à l'avant de la pièce et commença à enseigner la session du soir sur la dynamique de la meute, sur le comportement des loups, sur les animaux incroyables qu'ils avaient le privilège de protéger. Tandis qu'il parlait, il regardait les jeunes visages qu'il observait, l'écoutait, apprenait, lui faisant confiance pour bien les diriger. Il ne leur ferait pas défaut. Ne s'enfuirait pas quand les choses deviendraient difficiles. Ne les abandonnerait pas parce que son orgueil comptait plus que les relations. Il avait enfin appris cette leçon, après 15 hivers et presque trop tard. Dehors, dans la forêt, des yeux dorés observaient les lumières de la maison. Le loup noir, vieux maintenant mais toujours fort, toujours vigilant, guidant toujours sa famille à travers un autre hiver. Deux alphas, séparés par l'espèce mais connectés par une compréhension qui transcendait les mots. Tous deux avaient appris les mêmes leçons. Tous deux s'étaient mutuellement enseignés sans parler. Tous deux s'étaient sauvés l'un l'autre en montrant simplement ce à quoi ressemblait un vrai leadership quand on dépouillait tout le reste. Ne jamais abandonner sa meute. Ne jamais fuir ses responsabilités. Toujours se lever, toujours rester, toujours protéger ceux qui dépendent de vous. C'était ça, le leadership. C'était tout. Et ni l'un ni l'autre ne l'oublierait jamais plus.